irrésistible montée de l'extrême droite en Europe. Alors, bienvenue à tous. Je vais commencer par introduire nos intervenants. Nous sommes en compagnie de Giuseppe Benzella, de SOS Racisme Puglia, spécifiquement, de SOS Racismo Italie. Qui est venu spécifiquement nous voir, qui a fait le voyage, qui est arrivé dans la nuit pour nous rejoindre. Nous sommes également avec Pierre-Henri, président de Frontières d'Asile, et Guillaume Hédé, qui est au bureau national de SOS Racisme. Alors, pour introduire cette conférence, je me suis dit que c'était peut-être intéressant de partir d'une expérience qui est à la fois personnelle, à la fois collective, mais en tout cas une expérience qui est fondatrice dans mon militantisme. Je me souviens très bien d'une période en 2002 où on a eu cette élection présidentielle qui a porté pour la première fois le Front National au second tour de l'élection présidentielle. À l'époque, il y avait une narrative et qui est encore un héritage du cordon républicain et d'une action, une partie de l'action d'SOS Racisme, avec l'idée qu'il y a eu un sursaut très fort, une mobilisation très forte dans la société française. Il y avait beaucoup de jeunes d'ailleurs qui étaient mobilisés dans l'entre-deux tours avec beaucoup de manifestations, beaucoup de mouvements qui ont eu lieu pour faire barrage au Front National. Avec l'idée qu'il était absolument impossible pour l'extrême droite d'arriver au pouvoir. On a, depuis les dernières élections présidentielles, en tout cas, on peut le voir, potentiellement du côté médiatique, un changement de narrative. Avec finalement un Front National qui a, pour la situation française, énormément progressé sur le plan électoral, parce qu'on arrive dans une situation où au second tour, on a 35% de vote pour Marine Le Pen, et bien souvent pour le camp des humanistes, pour le camp des progressistes et des antiracistes, quelque part une forme d'atonie, ou en tout cas beaucoup de gens ont été saisis face à cette idée d'une irrésistible montée de l'extrême droite, avec l'idée qui s'est installée dans un certain nombre de têtes qu'on ne pourrait rien faire pour faire face à la montée des populismes. Alors, je parle de la situation française, mais en l'occurrence, en Europe, on peut voir aux quatre coins de l'Europe des phénomènes qui sont très inquiétants sur ces questions-là. On voit une progression fulgurante de l'AfD en Allemagne, des manifs nazis du côté de Dresde. Quand on va du côté de la Hongrie, avec Viktor Orban, carrément un contrôle des médias qui est en train de continuer à progresser. On voit, je sais pas, je peux prendre des exemples dans chaque pays, en Grèce, avec Odoré, où des gens ont commencé à s'assumer d'un héritage néo-nazi de manière complètement ouverte et à remporter, ou en tout cas à progresser sur le plan électoral. Et puis, on peut faire de manière générale des parallèles avec, plus généralement dans le monde. On peut penser évidemment à la victoire de l'extrême droite au Brésil récemment avec Bolsonaro. On peut évidemment penser à Trump aux États-Unis, à Poutine du côté de la Russie. De manière générale, une situation qui, évidemment, nous montre que structurellement, on est évidemment face à une offensive très forte des populismes et de l'extrême droite de manière générale en Europe et également dans le monde. Alors, face à cette situation, et l'objectif quelque part de cette conférence, à la fois c'est de venir décrire et analyser cette montée et cette progression de l'extrême droite, comprendre quels sont les leviers qui sont activés par l'extrême droite pour progresser dans le débat public, mais ça va être aussi également de s'interroger sur finalement les points d'appui qui s'offrent à nous en tant qu'antiracistes pour se mobiliser, les failles des pouvoirs d'extrême droite, et finalement
se mobiliser pour faire face à ces phénomènes, avec une conviction à SOS Racisme qui est que la mobilisation peut nous aider à remporter des victoires. Alors, peut-être que pour commencer, je vais passer la parole à notre ami des SOS Racisme d'Italie, qui peut nous dire peut-être un mot plus précis sur la manière dont l'extrême droite est arrivée au pouvoir en Italie, peut-être l'impact, les conséquences que l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir peut avoir. Comment est-ce que toi tu le ressens dans ton travail au quotidien et comment tu analyses cette montée de l'extrême droite en Italie? Voilà. Alors bonjour, merci à tous pour l'invitation. Je m'excuse pour mes fautes en français. J'essaie de parler en français et moi, mais c'est pas tout seul. Et donc, en Italie, ça passe très mal quand même, parce que ça fait quelques jours, la nouvelle d'un bateau retrouvé sur le fond de la mer près de Lampedusa. Il y a des dizaines de morts, parmi lesquels une femme embrassée à son enfant de 8 mois. La réaction, ça a été incroyable même sur les social media. Les gens qui disaient, bon, c'est pire que eux, ils pouvaient rester chez eux, c'est un mois en Italie. Et donc c'est l'atmosphère qu'en Italie s'est totalement changée, et Salvini est monté au pouvoir et a autorisé le racisme. Le problème c'est ça, les gens se sont autorisés à parler, à dire des choses incroyables, et donc c'est aussi la différence par rapport à la peur, à ce qui arrive de la Méditerranée. Salvini a pris sa force dans la question de l'immigration, que l'Italie c'est très fort. Il a fait des slogans pour gagner, pas gagner les élections, quand même trouver un soutien populaire qui base ça, parce qu'il faut comprendre les causes, parce que l'Italie, c'est devenu un peuple raciste. L'Italie, dans son histoire, ça a été toujours un peuple d'accueil, surtout le sud d'Italie, le pays de l'Union. Ça a été toujours une terre qui a vu beaucoup d'étrangers arriver, et nous-mêmes, on est immigrés. Ça fait quelques jours, il y a eu un congrès à l'université de München, et on parlait de la communauté italienne à München. C'est 28 000 Italiens qui habitent là-bas. C'est la troisième communauté à München après les Turcs et les Croates. Et ça fait de 1921 que les Italiens émigrent toujours. Et donc c'est incroyable maintenant de parler d'être raciste, parce qu'on est le premier peuple qui est parti, surtout pour des questions économiques. Parce qu'en Italie, maintenant, la question de l'immigration avec la loi, je ne sais pas si vous connaissez, il y a un nouvel décret, le décret Sicurezza, qui a fait Salvini, avec la loi 53, et qui a bouleversé, il a changé le système d'accueil en Italie. C'était ainsi, c'est moi, j'étais médiateur culturel d'un projet SPRA. Le projet SPRA, c'est un projet de protection pour les demandeurs d'asile et pour les réfugiés. Mon projet, c'était dans les 5 meilleurs projets en Europe. On a gagné aussi un prix. Donc c'était un projet, dans cette ONG où je travaillais, on passait du débarquement, donc de l'accueil au port, donc les bateaux, jusqu'à la sortie du projet, jusqu'à les projets d'intégration dans la société. Maintenant, cette association, ces projets sont terminés en causant beaucoup de chômage, parce que ce sont des projets qui ont produit beaucoup de travail aussi pour les Italiens. Et c'est ça le problème, parce que c'est pas un autre slogan, c'était 35 € par jour chaque immigré. Alors les gens disaient, bon, il y a 35 € par jour chaque immigré, moi je suis sans travail, moi italien, personne ne pense à moi. C'est pas ça le problème. C'est 35 €, mais qui allaient aux immigrés, allaient en pocket money, on l'appelait comme ça, de 12 € par jour.
Et le reste, c'était pour l'hébergement pour payer la location des hébergements, pour payer les gens qui travaillaient dans le système d'accueil. Mais les gens pensent toujours, c'est 35 € par immigré, moi je suis 35 par là. C'était incroyable, on a expliqué cette question plusieurs fois. Maintenant, avec le décret Salvini, avec le décret Sicurezza, les stades ont été fermés, ils sont changés dans un nouvel nom qui s'appelle SIPROIMI, c'est-à-dire système de protection pour ceux qui ont déjà un titre de protection et pour les enfants pas accompagnés, les mineurs pas accompagnés. Donc, c'est-à-dire que tous les gens qui habitent ici, ils font demande d'asile, ils sont dehors d'un système d'accueil. Ça veut dire qu'ils sont sans documents. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas travailler. Ça veut dire qu'ils sont dans la rue. Avec ces décrets, Salvini a aussi coupé les fonds, l'argent pour les projets de coopération internationale. Parce qu'un slogan, c'est aider chez eux. Ok, on va les aider, mais avec de l'argent. Et donc, ça a été la catastrophe du système d'accueil en Italie. Et ça, c'est un système, c'est une politique faite par slogan contre les immigrés. Et s'ils ne sont pas les immigrés, sont, pour parler en plus général du racisme, c'est le sud contre le nord. Ça passe. Moi, j'ai des amis qui étudient en nord d'Italie, ils ont des problèmes à trouver des maisons en location parce qu'ils viennent du sud d'Italie. Il y avait un ami à moi qui avait contacté une femme qui avait une maison en nord d'Italie, ils ont écrit des emails, après ils sont parlé. La femme a dit: ah non, 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 je vous écoute de toute façon, vous êtes du sud d'Italie. Elle n'a pas bloqué la maison. Donc, et donc, si ce n'est pas un immigré, c'est la question du sud d'Italie, c'est la question des homosexuels. C'est un gouvernement qui a eu aussi un ministre, le ministre Bilan, qui a fait un décret sur la famille, en recourant à la famille traditionnelle, en effaçant tous les droits que l'Italie a gagnés sur la question des unions civiles. Et donc, c'est une politique qui a basé tout sur la politique de l'exclusion, en allant aussi contre la Constitution italienne, l'article 3 de la Constitution italienne. Donc c'est ça l'atmosphère. Et le problème, c'est aussi la censure, parce que si vous allez sur la page de Salvini et vous écrivez 49, il vous bloque. Vous n'avez plus le droit de faire des commentaires. On dit comme ça. Parce que 49, c'est la somme d'argent qu'il allait voler au parti. Et donc, il faut juste écrire 49. C'est fini. Vous n'avez plus le droit d'écrire sur la page de Salvini. Bon, c'est une nouvelle. Cette année, il y avait une prof d'école et il y avait des étudiants qui ont fait une parallèle entre le décret Sicurezza et les lois racistes. La prof a été suspendue. Parce qu'elle n'a pas contrôlé le travail de ses étudiants. Parce que c'est grave qu'il y ait quelque chose comme ça. Dans un État démocratique. Merci beaucoup. Tu montres bien dans ce que tu viens de dire comment, d'une certaine manière, un des piliers, un des leviers fondamentaux de la progression de l'extrême droite est lié à l'instrumentalisation des questions migratoires, de la figure du migrant. Alors peut-être je vais me tourner vers Pierre-Henri. Donc, dont l'association Française d'Asile s'inscrit depuis toujours dans une logique de défense du droit d'asile et de défense de manière générale des droits des migrants, qui s'occupe de nombreux cas notamment. Comment est-ce que tu analyses toi-même cette instrumentalisation de la thématique migratoire
ressort dans le débat public. Comment ça se fait que ça a bougé ces questions-là finalement ces dernières années, qu'on a l'impression que cet idéal d'accueil, d'une certaine manière, est en train de s'effriter pour une partie vraiment significative de l'opinion publique. Merci, bonjour à toutes et à tous, et puis merci d'être là. C'est toujours un plaisir de retrouver des amis de SOS, année après année, sur ces questions. Alors, il est vrai aussi qu'on pourrait se dire qu'année après année, les problématiques qu'on soulève et pour lesquelles nous battons de manière commune n'avancent pas beaucoup. Il est clair que le paysage européen, le paysage national est aujourd'hui fort inquiétant. Il est fort inquiétant parce que progresse dans toute l'Europe l'extrême droite autour des 4 I. C'est pas nouveau. L'immigration, l'identité, l'insécurité et l'islam. Et sur ces 4 piliers-là, l'extrême droite ne cesse de marquer des points. Je crois que dans toute l'Europe, il y a une grande inquiétude, toujours présente, à l'égard de la mondialisation, et que d'une certaine manière, le local se venge évidemment du global. Et quand le local revient, il revient éventuellement sous les formes les plus contestables, les plus terribles. Ajoutez à cela les questions, les problématiques migratoires résultent aussi de politiques publiques. Et quand les politiques publiques sont défaillantes, évidemment, elles nourrissent, d'une certaine manière, elles sont le robinet d'alimentation de l'extrême droite. Je m'explique. Quand dans toutes les villes de France, mais pas simplement dans les villes de France, quand on oublie l'Italie en 2015-2016, qui a à faire face à de nombreuses arrivées, évidemment, quand on laisse prospérer des camps à ciel ouvert, évidemment, la population s'interroge d'abord sur la capacité à faire de l'État, sur sa puissance. Et donc, dès lors que l'on voit proliférer un certain nombre de situations de précarité, on interroge non seulement la capacité de l'État à faire, mais on interroge le lien à la démocratie. Et puis, immédiatement derrière, s'enclenche un autre élément qui est celui du sentiment d'envahissement. Je prends souvent l'exemple du nord de Paris. 3000 personnes aujourd'hui qui vivent dans des conditions absolument abominables. Ça fait 3 ans que ça dure, où chaque jour, sur le périphérique, vous avez 300 000 bagnoles qui passent. Et ces 300 000 bagnoles, qu'est-ce qu'elles voient? Elles voient des ombres se faufiler dans les infractuosités des constructions autoroutières. Donc, elles ont le sentiment que, vraiment, on n'y arrive pas. Et qu'on est dépassé par rapport à cela. Et dès lors, le sentiment d'envahissement, on peut donner tous les chiffres que l'on veut, ne peut pas être combattu. Et en face, la question, c'est celle de la bataille culturelle, c'est celle des politiques publiques sur lesquelles on n'arrive pas à s'appuyer, parce que le politique n'est pas dans une posture de courage. Et donc, d'une certaine manière, on va dire, la société civile, avec tout ce qu'elle recèle de contradictions, est laissée seule. Et la société civile, c'est pourtant en son sein
que les batailles culturelles se mènent. Mais la véritable problématique à partir de là, parce que c'est aussi la question que vous posez, c'est sur quoi peut-on s'appuyer? Il y a des études qui ont été faites, qui sont tout à fait passionnantes là-dessus, non seulement sur la question de l'immigration, mais sur le phénomène identitaire et sur une question qui est posée à nos compatriotes, qui est celle du rapport à l'altérité. Et ce que l'on s'aperçoit, c'est qu'en réalité, on a un groupe central aujourd'hui, qui est le groupe des identitaires, qui, en gros, se moque totalement de la notion d'altérité et qui, de plus, ont une attitude totalement décomplexée vis-à-vis de la xénophobie, du racisme, etc. Et face à ce groupe-là central, qui est devenu central, on a une multitude de familles qui, en gros, pourraient se rassembler sur l'essentiel, mais qui ne le font pas, et qui sont dans la fraction permanente. Il y a le groupe des humanitaires, il y a le groupe des laissés pour compte, il y a le groupe des inquiets économiques, et tous ceux-là ont de très bonnes raisons de ne pas converger. Et donc, c'est une première question qui, je crois, se pose à nous. Parce que les années passent, on est toujours présent, mais enfin, une des questions essentielles, c'est, il me semble, c'est comment agir ensemble, au-delà des formes partisanes qui sont les nôtres, autour, quels que soient les cadres que nous avons choisis. Que ce soit à SOS, que ce soit à France Terre d'Asile, ou que ce soit sur une autre structure que je préside, France Fraternité. Comment fait-on pour mener campagne ensemble contre non seulement les extrêmes droites, parce qu'elles sont multiples, on va prendre le temps de les analyser, mais également les communautarismes qui, évidemment, se servent de l'extrême droite pour prospérer. Vous savez, j'ai cette formule, il est toujours plus difficile de construire la maison commune, d'avoir un récit national commun, en tout cas un récit commun, que de se réfugier dans le confort de la tribu. Et donc, cette question-là, elle me semble absolument essentielle dans ce que nous avons à faire. Aujourd'hui, nos compatriotes font partie des populations les plus réfractaires à l'accueil des réfugiés et des immigrés en Europe occidentale. On est rejoint maintenant évidemment par l'Italie, mais enfin, près d'un sondé sur deux se déclare en faveur de la fermeture des frontières nationales aux immigrants, y compris aux réfugiés. Nos compatriotes ont cette idée selon laquelle les immigrants perçoivent des aides et utilisent des services publics même s'ils n'ont apporté aucune contribution en retour. C'est la question de la concurrence des pauvretés. Je relevais tout à l'heure sur un mur à Paris un petit graffiti où il était écrit oui, la mode est aujourd'hui aux migrants, et alors nos SDF, que deviennent-ils? Et ça, c'est une parole ordinaire. Ce n'est pas la parole du militant de l'extrême droite. C'est une perception qui est très forte. Alors, une fois que j'ai dit ça, comment on fait? Il me semble que nous pouvons lutter contre la concurrence des précarités. Et en tout cas, à travers des expérimentations, moi, ce que j'essaie de faire avec mes amis, au sein d'une autre structure, France Fraternité, en mettant en place des laboratoires fraternels. Au-delà de la théorie, j'essaie d'avoir une action concrète sur le terrain. Et la réflexion, elle est très simple.
Quand j'installe une structure dont tu parlais tout à l'heure, sur un territoire rural, j'offre un certain nombre de services à la population accueillie. Cette population accueillie, elle a un environnement, elle a aussi une population d'accueil, qui souvent ont les mêmes déficits. Fracture numérique, formation initiale, accès à la culture, violence faites aux femmes sur la route migratoire, des violences conjugales. Eh bien, tout ça, nous avons essayé de faire en sorte que les services que nous offrons aux uns puissent être accessibles aux autres. Et nous faisons ça dans un territoire qui est marqué par une présence du Front National, 45% aux dernières élections. Eh bien, depuis un an, je peux dire que nous avons contribué à faire baisser la tension. Je ne sais pas ce que ça donnera véritablement sur le terrain, dans les votes. Mais cette petite initiative-là, elle demande en réalité une réflexion beaucoup plus grande au niveau des politiques publiques. Pourquoi? Parce que nous avons des logiques budgétaires aujourd'hui qui sont des logiques budgétaires de silos. On raisonne en chacun ses pauvres. Et les actions pour les uns ne peuvent jamais être prises pour agir en faveur des autres. Donc on a des BOP, Bercy a imposé BOP 303, 104, etc. C'est toute une technocratie. On ne peut pas aller chercher de l'argent en faveur d'une population pour aller agir pour l'autre. Je pense que c'est une hérésie totale. Deuxième, voilà une piste de réflexion. Deuxième piste de réflexion, parmi les groupes tels qu'ils apparaissent sur le champ de l'opinion publique, je vais vous parler des extrêmes, du groupe identitaire formé, majoritairement des hommes, et dans les autres groupes, autour des humanitaires, autour des progressistes, y compris autour des inquiets économiques, il y a un certain nombre de femmes. Et ces femmes, elles sont sensibles à une question, qui est évidemment, pas seulement à une, mais qui est celle de l'égalité homme-femme. Et ça renvoie à une autre problématique qui est très présente dans la société française autour de l'inquiétude sur la question autour de l'islam. Et donc, même s'il faut sortir, je pense, notre société de la question religieuse, qui ne doit pas être prégnante sur notre territoire, quand même se rappeler que dans ce pays laïque, c'est pas un gros mot, 70% de nos compatriotes sont athées. Bon, mais il faut pouvoir aborder cette question de l'égalité homme-femme comme un incontournable, comme un innégociable. Je pense que cette question, alors elle peut être prise de différentes manières sur le terrain, mais elle est absolument centrale pour faire baisser la tension et pour rendre résistible l'avancée de l'extrême droite et des communautarismes en même temps. Et donc, tout cela suppose que l'on ait des réflexions communes, merci de le permettre aujourd'hui, mais que l'on ait aussi des actions communes, transversales, et qu'à certains moments, on admette la nécessité de pouvoir dépasser nos propres cadres partisans. Merci Pierre-Henri pour ces éléments d'analyse et pour lancer la réflexion sur la manière dont on peut faire face à ces évolutions. Guillaume Hennet, donc de manière générale, la montée des extrêmes en Europe. Peut-être une première question pour toi. Est-ce que, justement, sur le plan européen, les différents pouvoirs d'extrême droite qui arrivent au pouvoir, est-ce que finalement, ils montrent des signes de faiblesse? Est-ce qu'on a l'impression que quand finalement on est face vraiment à une montée
complètement irrésistible, ou est-ce que finalement on peut voir du côté des pouvoirs un certain nombre de failles, peut-être pour lancer la discussion. De toute manière, pour lutter contre le phénomène de l'extrême droite, il faut bien identifier ses racines et ses causes, et c'est à partir de là qu'il faudra appuyer. Je reviens rapidement sur la question du constat, après rapidement le pourquoi est-ce qu'il y a cette extrême droite si prégnante, et peut-être commencer à élaborer quelques pistes de lutte qu'on pourrait mettre en œuvre. Celui-là, il faut Voilà. La première chose, tu l'as noté, c'est qu'on a à peu près la moitié des pays européens qui ont l'extrême droite présente à leur Parlement ou même dans leur majorité au sein de l'exécutif, qu'on a des phénomènes de résurgence, tu parlais de la Grèce, de la Hongrie, on a des pays comme les États-Unis ou le Brésil où on a cette tendance. Donc on voit bien là que même si on est dans des poussées nationalistes de repli identitaire, Pierre, tu en parlais, on est quand même sur quelque chose qui a une dimension systémique, puisque ça se passe partout sur la planète, et que la globalisation, c'est aussi la globalisation des revenus. Donc ça nous demande d'avoir, et d'ailleurs c'est un défi auquel nous on est confrontés en tant que militants antiracistes dans un cadre national qui est celui de la France, puisqu'on identifie toujours les causes en France de l'arrivée de l'extrême droite aussi haut dans les résultats électoraux. Et en fait, ces causes-là sont probablement partagées énormément par énormément de pays. Ça nous demande de dépasser notre cadre de réflexion qui lui-même s'insère dans un espace qui n'est plus l'espace dans lequel la vie des hommes et des idées se déploie. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, de quoi on parle quand on parle d'extrême droite? Les gens ne parlent pas de quelque chose de nouveau. L'extrême droite existe depuis beaucoup plus de 100 ans. Elle a eu des périodes de prégnance extrêmement fortes, notamment en Europe. Et rappeler tout de même que si on a eu, je dirais, un reflux de ces mouvements, c'est parce qu'ils ont été totalement disqualifiés par la Seconde Guerre mondiale et par les effets de leur exercice du pouvoir, qui étaient à la fois la guerre. On le disait bien, François Mitterrand, le nationalisme, c'est la guerre, et également le génocide, la Shoah. Donc ils ont été profondément disqualifiés pendant plus de 50 ans, à la fois en Europe et dans le monde, puisqu'il y a un nouvel ordre mondial qui est issu de la Seconde Guerre mondiale, qui est un ordre, alors, sous réserve de l'existence de la guerre froide, mais qui est quand même un espace de coopération, la création de l'ONU, et un certain nombre de fondamentaux, d'où l'extrême droite est totalement disqualifiée. Mais on voit depuis le début des années 90 une résurgence. Une résurgence de quoi? Et c'est aussi un élément important. C'est quoi l'extrême droite? Alors oui, c'est des mouvements xénophobes, c'est des mouvements racistes, mais pas seulement. Tu parlais d'égalité homme-femme. Profondément, tous les mouvements d'extrême droite sont des mouvements qui prônent l'inégalité des sexes, l'inégalité entre les hommes et les femmes, qui s'opposent au droit d'avortement, qui s'opposent, qui, la plupart du temps d'ailleurs, tiennent des discours où ils tiennent et cantonnent la femme à un rôle de reproductrice et qui doit rester à la maison et s'occuper des gamins. Ils sont extrêmement réactionnaires au niveau des mœurs. C'est également une haine du syndicalisme, c'est une haine du militantisme politique, et c'est une haine de la démocratie. Et je pense que c'est vraiment un tout qu'il faut avoir en tête. Les extrêmes droites sont structurées autour d'une série de haines dont la xénophobie et le racisme sont les plus visibles aujourd'hui, mais ne sont pas les seules bases. Ensuite, c'est quoi l'extrême droite? C'est aussi des mouvements opportunistes, extrêmement opportunistes, qui vont être capables d'adapter leur discours à ce qui a le plus de potentiel pays par pays. On sait bien que, par exemple, la question de l'islam est devenue un fer de lance du Front National qui s'était matricé sur l'antisémitisme. Et pourquoi l'islam? Parce que, en réalité, je vais rappeler quand même l'historique, le Front National a été constitué par des anciens collabos qui ont soutenu le régime nazi, et d'anciens militants de l'OAS qui voulaient garder l'Algérie française et qui étaient des tenants de la torture. Et en fait, à partir du moment où a été profondément disqualifié, je dirais la haine à la Gobineau, c'est-à-dire une haine avec une matrice génétique finalement dans la perception du monde,
se sont rendus compte qu'il y avait un espace de critique beaucoup plus libre si celui-ci se portait sur les aspects culturels. Et on voit bien que la haine de l'islam aujourd'hui qui est exprimée par le Front National est exactement la haine des Arabes qui existait précédemment, et d'ailleurs dans le discours du Front National aujourd'hui, mais c'est vrai des autres partis d'extrême droite au niveau européen. Quand on parle d'islam, ils imaginent et ne projettent pas des Sénégalais. Ils imaginent exactement la figure telle qu'elle existait, celle des indigènes, tels qu'ils étaient qualifiés dans la période coloniale, notamment en Algérie pour la France, puisque c'est un des éléments les plus structurants. Comment est-ce que cette résurgence a été permise? Plusieurs choses. Je pense qu'un élément extrêmement important, on ne peut pas imaginer, et d'ailleurs je prends un exemple pour en là-dessus, mais on ne peut pas imaginer construire une société où on s'affranchit de l'existence de l'extrême droite ou de la prégnance de ces idées dans une société sans avoir fait un énorme travail de déconstruction de tout ce qui a précédé. On a eu 400 ans d'esclavage et de colonisation, et puis 150 ans de colonisation. La puissance classificatoire sur les individus est extrêmement puissante. On ne peut pas imaginer que les biais cognitifs, les perceptions des individus puissent disparaître comme ça du jour au lendemain, que ce soit au moment où l'esclavage est aboli ou que ce soit au moment de la décolonisation. On a finalement très peu travaillé sur ces questions-là. Un exemple d'ailleurs de ça, on a un certain nombre de pays européens qui nous ont rejoints plus récemment que d'autres, à l'Est, la Bulgarie, la Roumanie, et on voit à quel point, dans ces pays-là, où les régimes communistes n'ont pas du tout travaillé ces questions-là, on avait une prégnance extrêmement forte des extrêmes droites, des idées racistes, antisémites, antisémites, etc., avec d'ailleurs même pas de limitation dans la parole. Tu parlais du mouvement Pegida, du mouvement A13, pareil, on regarde, quand on voit en Allemagne comment est structurée la résurgence de l'extrême droite, elle est très située à l'est de l'Allemagne. Pour une raison aussi qui est celle-là, c'est que l'Allemagne de l'Ouest a fait un travail de mémoire, a fait un travail d'identification des phénomènes et des idéologies qui les ont amenés dans ce projet, alors qu'à l'Est, il y a eu une charte de fond, ces questions-là n'ont pas été travaillées. Donc il y a cette absence une sorte d'impensée du monde, où en fait, malgré la disqualification politique de l'extrême droite, ça a continué à travailler dans les esprits et dans les mémoires. Et en France, quand même de manière toute particulière, puisque la France s'est politiquement vécue comme étant dans le camp des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, alors que la réalité de la France pendant la Seconde Guerre mondiale, ça a été la collaboration et Vichy. Et que il y a eu de la résistance, bien entendu, pas massive, mais il y a eu de la résistance, et il y a eu effectivement la France libre à Londres ou dans les colonies, d'ailleurs, mais que le jour où, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, on n'a pas fait ce travail du tout, puisqu'il y avait ce mythe de la France résistante et de la France qui se trouvait du côté des Alliés. Et pour des exemples tout simples, on a gardé la même police, on a gardé les mêmes magistrats, on n'a pas du tout travaillé sur toutes ces questions-là, donc vous imaginez à quel point ça a imprégné la société. Un autre élément, c'est, tu l'évoquais, la mondialisation, comment est-ce qu'on réagit à la mondialisation. Il y a quelque chose de très clair, c'est que l'Europe qui a dominé le monde pendant 400 ans n'est plus en situation de domination du monde. Elle est, d'une certaine manière, normalisée dans l'espace mondial, dans l'espace monde, avec toute une série de pays qui émergent, et on peut s'en féliciter. Alors, des enjeux de développement humain et économique, mais en tout cas, il y a une normalisation de l'Europe, ce n'est plus la puissance dominante. Et dans un système où on a toute une série de populations qui se trouvent marginalisées économiquement, socialement, la montée du chômage, etc., finalement, il ne restait quoi, comme élément pour se tenir? Et bien finalement, le récit de la grande œuvre passée. De cette, finalement, on compense sa petitesse par le rapprochement à un discours nationaliste qui remettrait un petit peu de fierté, et c'est dans ces interstices que se glisse l'extrême droite. En fait, l'extrême droite, elle fait quoi? Je disais qu'elle était opportuniste en introduction de mon propos. Elle est opportuniste puisqu'elle va venir
attendre les failles de la social-démocratie, de la République, pour venir les disqualifier. Et que, effectivement, on a, je pense, notamment pour une gauche éclatée, et c'est aussi une des raisons de la résurgence de l'extrême droite, parce que clairement, si on avait des partis à gauche qui pouvaient faire plus de 30%, l'extrême droite serait en dessous, et puis on aurait des deuxièmes tours qui ressemblent à autre chose. Et on a aussi une projection du monde, un récit du futur à inventer dans ce nouveau monde globalisé de mobilité humaine qui ne va jamais revenir en arrière, et il y a énormément de travail conceptuel à faire. Enfin, puis je referai circuler la parole. En termes de perspective, il y a quand même énormément de choses. Il y a la solidarité entre nos peuples, puisque elle n'arrive pas toute seule de l'extrême droite. On a d'ailleurs des grands parrains en Poutine de l'extrême droite européenne qui se financent, qui s'aident, qui se poussent, qui sont capables, pour l'instant, de se serrer les coudes de cette manière-là. Et nous, les forces progressistes, on est assez mauvais dans notre capacité à se mobiliser collectivement et à porter des récits ensemble. Donc on a ce besoin de solidarité qui est extrêmement fort. Notamment, si on parle de la Russie, il n'y a quasiment aucun lien entre les mouvements de société civile russes et les mouvements de société civile européens. Ils se font réprimer dans un silence assourdissant de notre part. Ensuite, il y a une pédagogie de l'histoire de ces mouvements. Ils ne sont pas rien, ils ne viennent pas de nulle part. Ils ont tous une histoire, et une histoire qui est, pour toutes les extrêmes droites européennes, marquée par le sang. Et ça, c'est une chose qu'il faut savoir rappeler. Ce ne sont pas des mouvements neutres, et ils peuvent se renommer Rassemblement, après s'être appelé Front. Ça reste les collaborationnistes et les gens qui ont pratiqué la torture qui sont les fondements de ces mouvements politiques. Et ça se voit d'ailleurs dans leur idéologie. Enfin, il y a un autre élément, et c'est peut-être une des failles des partis d'extrême droite. C'est important, ça ne permet pas de répondre à la totalité de la question. Mais en fait, ce sont des petites mafias, ce sont des petites PME mafieuses. Et on le voit bien, ils sont tous récemment en Autriche, quand on a, par une vidéo, réussi à lever le couvercle sur la réalité de ces mouvements-là. Ils sont prêts à vendre leur pays sans aucune limite. Le Front National, qui est multi-condamné et qui fonctionne en famille, totalement en famille, au point que ces divisions sont en fait des divisions entre les différents clans de la même famille, mais au sens famille Le Pen. C'est vrai, en réalité, de toutes les extrêmes droites, elles ont une faille, c'est qu'en fait, c'est de la prévarication, les partis d'extrême droite font beaucoup penser au gangstérisme, c'est du fonctionnement de gangstérisme, de la violence, de la prévarication et du clientélisme poussé à son maximum. Donc voilà, il reste beaucoup de choses, et il y a des pièges, beaucoup de pistes qu'on peut évoquer, mais il y a des pièges dont il faut se prémunir. Le premier piège, ça serait, et moi je ne pas sur le même regard la montée de l'extrême droite et la question du communautarisme. La question, même si une partie du discours peut être le même, mais il y en a un qui est en réaction de l'autre, ce dont il faut se prémunir absolument très fortement, c'est de s'enfermer dans des dynamiques minoritaires. On ne peut pas être le syndicat de défense d'une ou de l'autre des minorités, puisqu'en fait, sans être majoritaire, on ne construira pas un monde qui permet de marginaliser cette extrême droite. C'est peut-être là le danger principal, le piège principal, ça serait de ne pas être capable de faire l'union d'une société qui promet et qui construit concrètement l'émancipation de chacun, que ce soit sur les questions d'inégalité homme-femme, puisque je rappelle, les extrêmes droites sont des mouvements misogynes et des mouvements profondément inégalitaires de ce point de vue-là, que ce soit sur les questions antiracistes et même que ce soit sur les questions syndicales, les questions de démocratie, il faut être capable de faire front commun, puisque si nous ne sommes pas majoritaires,
nous sommes perdants. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées comme pistes pour faire face aux dynamiques d'extrême droite, aux dynamiques fascistes. Je reviens vers notre ami Giuseppe. Est-ce que l'Italie, tu commençais par dire tout à l'heure, et poser un constat qui était alarmant, qui était grave sur la situation avec Salvini et la situation très dégradée, le climat dans le pays. Est-ce que tu as néanmoins le sentiment qu'il est trop puissant? Est-ce que toi aussi, du côté on va dire, des pistes d'action pour faire face à la situation, tu vois un champ d'action possible en Italie pour refaire partir le fascisme à l'offensive? Bon, heureusement, la société civile, la société antiraciste, la société qui combat contre ces mouvements d'extrême droite est forte, existe. Et les pistes, bon, il faut trouver les défaillances de cette extrême droite. C'est compliqué parce que ce week-end, il y aura les élections en Umbria. C'est une petite région d'Italie, c'est au centre, qui va être le thermomètre pour comprendre si la droite commence à perdre ou il est encore fort. Parce que l'Umbria était toujours une région à gauche, mais pour l'instant, les Mexicains vont parler d'une droite très forte. On va voir lundi. Alors moi, le problème c'est ça, que je pense que les gens qui font partie de la Lega, qui supportent les idées de la Lega, ils ont honte de se montrer. Parce que c'est passé ça. Vous savez, sur les médias, il y a des pages qui supportent la Lega, des pages qui sont contre la Lega. Donc, chaque fois qu'il y avait un discours public de Salvini, un comizio, je ne sais pas comment dire en français, on voyait sur les pages de la droite ces places qui étaient pleines de gens au soutien de Salvini, et sur les pages de gauche, vous voyez les places vides. Et comme ça, je disais, ces places sont pleines, sont vides. Moi, que je suis comme Saint Thomas, c'est parce que si je vois pas, il est venu à Paris, je dis bon, c'est le moment que je vais voir ce qui se passe. Donc, je suis parti là-bas et évidemment, là-bas c'était vide. Elle était vraiment vide. Et derrière les barrières, c'était plein de gens qui manifestaient contre la politique de Salvini. Mais après, aux élections, c'était beaucoup l'Europe qui a pris Salvini. Donc, quand même, il y a la honte de se montrer. Il y a encore honte de dire oui, j'appuie Salvini. Le problème, c'est aussi le contrôle des fake news, parce qu'il faut comprendre pourquoi Salvini a tous ses pouvoirs. Donc il y a les fake news, la crise économique, la guerre qu'il cherche de faire parmi les peuples, et il n'y a jamais une réponse aux problèmes italiens réels, c'est-à-dire un autre slogan, c'était les gens qui ont eu des problèmes avec les tremblements de terre. Chaque fois qu'on parlait des projets pour les réfugiés, tout le monde disait ils sont pliés les gens qui ont vécu le tremblement de terre, qui sont sans la maison. Selon le dernier rapport du ministère de l'Intérieur sur les arrivées en Italie, en réfléchissant sur le sentiment d'invasion, voilà. En 2007, du 1er janvier jusqu'au 18 octobre, on a eu 110 431 arrivées en 2007. Dans la même période, 2019, on a 8 941. Donc, on ne peut pas parler terminé, on a eu une période avec. Mais on parle encore de ce sentiment d'invasion. Donc c'est tout à fait une question pour. Et on ne parle jamais des questions sérieuses
Par exemple, comment on dit, la question avec la Russie, de Salvini avec la Russie, la question des 49 millions, il répond jamais. Et donc ça devient un peu des points sur lesquels on peut trouver les points faibles de l'extrême droite. Aussi la question... Tu peux peut-être dire un mot sur les 49 millions, justement, je suis pas sûr que tout le monde dans la salle situe. Oui, bon, il y avait une dénonciation de 49 millions utilisés ce sont de l'argent, j'essaie d'expliquer en français, de l'argent du parti de la Lega, l'argent donné par les Italiens, et qui ont été utilisés pour faire autre chose, par le parti. Et donc il y a une dénonciation qui a démontré que ça c'est vrai. Et après, ils sont arrivés à la solution que Salvini va donner ça dans 21 avec des petits trucs, voilà. Et donc, ça c'est grave. Et aussi, je pense que le problème, ça a été qu'il y a une certaine coalition des représentants de l'extrême droite en Europe, mais on parle de nationalisme. Donc, quand les gens ont parlé de il faut se faire entendre de l'Europe sur le problème de l'immigration, il faut distribuer les immigrés, parce que oui, il arrive en Italie, il faut que tout le monde, avec le problème du Dublino. Et bon, alors Salvini, un jour, est parti en Europe, finalement, il a pris parti à un conseil pour la question. L'Hongrie, finalement, je comprends les immigrés. Et donc c'est ça qui a fait l'extrême droite, parce qu'après il arrive la défense des confins de ces nationalités. Et donc alors on est mis en quoi? On va résoudre le problème. Donc je pense que aussi le problème c'est le manque de réponse de la politique au problème des immigrés. C'est le manque d'une réponse très forte de la part de l'Europe. Parce que ce sont des problèmes, oui, on a des arrivées qui arrivent en Italie, forcément, pour une question géographique. Et les Italiens ignorent aussi la géographie, parce que quand il y a des bateaux, il arrive à Lampedusa, ils disent bon, il y a Malta, mais ça sert 150 pour ouvrir l'Atlante, et regardez qui. Lampedusa, ça fait vraiment plus proche, par contre, de l'Afrique. Mais les Italiens pensent que Malta c'est plus proche de Lampedusa. Donc ça, le problème, je pense que c'est aussi une manque d'esprit critique sur les nouvelles. Et aussi le problème qu'il y a un alphabétisme de retour, comme ça, en Italie très fort. Beaucoup de gens ne terminent pas la fac, l'université, toutes les études. Donc c'est sur l'ignorance qui la droite. Et donc il y a les fake news, il y a le manque d'études, de sens critique, parce qu'on ne peut pas ignorer tous les intérêts économiques dans ces territoires, et même l'exploitation. Par exemple, dans les Pouilles, il y a le phénomène del caporalato. Les Pouilles sont un territoire agricole, et donc il y a une forte exploitation des immigrés dans les activités agricoles. Et donc on a fait un projet pour aider avec aussi la Caritas, aussi SOS Racisme, et on a sorti des reportages pour comprendre le phénomène du caporalato. Il s'agit des gens qui travaillent dans les camps pour toute la journée, en avant 2 euros par jour, dans des conditions inhumaines. J'ai vu un mec qui était dans le projet là où je travaillais, il m'a dit bon, je vais à Foggia, parce que j'ai trouvé un travail chez un mécanicien. Je lui ai dit bon, ça va, il faut un travail, il faut que vous vous engagez pour votre futur. Il est rentré et j'ai dit bon, important qu'on se parle, on se sent pas très fort, parce que tu sais, dans le projet, je dois avoir quand tu fais quoi. Il est revenu après une semaine en disant qu'il travaillait dans un camp agricole, et pour les 12 euros, ils l'ont hébergé dans une petite maison sans eau et sans électricité.
le pays toute l'Europe marche. Donc c'est aussi l'exploitation. Il faut réfléchir sur ce phénomène. Il n'y en a pas. Moi, je vis dans une famille, mes parents ne sont pas fait la fac, ils sont et donc c'est toujours, alors toujours, de parler de ce phénomène, l'immigration. Et mon père, par exemple, le problème, je pense aussi, c'est la question des personnes un peu âgées de 50 ans qui sont arrivées sur Facebook et non pas les outils pour comprendre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et ce qui est faux. Alors, il y a une source de nouvelles en Italie qui s'appelle ANSA. C'est la plus importante source de nouvelles en Italie, ANSA. Alors, mon père a ajouté là, il y a un Marocain qui a fait une violence sur une femme, je l'ai regardé sur son Facebook, qui avait partagé une nouvelle du site ANSIA, non ANSA, ANSIA.it, et non ANSA.it. Je crois que c'était un autre site, parce que c'est ça le problème aussi de la liberté de communication. Et donc, il faut réfléchir, je pense aussi, sur la liberté d'expression. C'est un peu pensier de toi, je veux dire, non? Il faut arrêter le monde sans libre de dire d'ouvrir un blog et ça devient un blog d'information. Moi aussi, je peux ouvrir un blog. Et donc, il faut réfléchir aussi sur le moyen de communication. Il y a des points communs dans les différentes interventions, notamment, je trouve, une parole très forte finalement sur les défaillances des politiques publiques qui ont ouvert un champ en réalité énorme pour la progression de l'extrême droite. Alors, Pierre-Henri, je crois que tu voulais réagir sur un certain nombre d'éléments, notamment à la suite de la prise de Laurent Despérance. Exactement. Oui, enfin, je crois que l'analyse géopolitique est évidemment tout à fait nécessaire, indispensable pour comprendre son environnement. L'analyse historique tout autant. Maintenant, nous sommes confrontés à un problème très concret, et c'est aussi ici et maintenant que nous devons agir. Évidemment, on n'agit pas comme ça, sans référence, sans marque d'attachement à des courants politiques. Mais quand je disais, par exemple, tout à l'heure, que je faisais un parallélisme entre la nécessité de combattre aussi bien les extrêmes droites que les communautarismes. J'avais évidemment en tête la dernière séquence que nous venons de vivre. Cette séquence qui démarre avec un élu du Front National qui humilie évidemment une jeune femme dans l'enceinte publique d'un conseil régional. Très vite, en réalité, si au bout d'une semaine, au bout de 15 jours de cette offensive, qui est le vainqueur de cette affaire? Bah, évidemment, l'extrême droite et les salafistes. Pardon, mais ça, c'est le résultat de cette campagne. Et je dois dire que l'expression autour de cette problématique, on a vu émerger toute une série de paroles, d'idiots utiles, qui sont venus alimenter les uns comme les autres. Donc, on a la nécessité de la production d'un discours commun là-dessus. Et pour moi, c'est évidemment, ça nous rassemble, le combat contre l'extrême droite, c'est une vieille affaire. Mais le combat contre les communautarismes en est aussi une autre. Et comme je disais tout à l'heure, et je crois que tout le monde est d'accord là-dessus, que j'en appelais à l'unité, nous sommes des mouvements d'éducation populaire. Et si nous sommes des mouvements d'éducation populaire, nous devons prendre aussi les moyens. Peut-être que cette notion est contestée. Non, au contraire. Bon.
Nous sommes des mouvements d'éducation populaire et donc nous devons aussi nous inscrire dans la période, dans la séquence dans laquelle nous sommes. Et je dois dire que les outils qui sont à notre disposition, les vecteurs d'information, ne nous sont pas évidemment favorables. Regardez comment fonctionnent les chaînes d'information, je n'ai pas besoin d'insister là-dessus, information massive, peu coûteuse, il suffit d'une polémique le matin et puis vous enfilez toutes ces journées des reportages les uns sur les autres, ça ne coûte rien. Mais par contre, ça produit un effet dans la société qui est terrible. Donc oui, il faut combattre les fake news, il faut combattre les fausses informations, mais il faut aussi regarder quels sont les canaux dont nous disposons. Bien sûr, les réseaux sociaux, mais enfin, les réseaux sociaux eux-mêmes sont soumis à un certain nombre d'algorithmes qui font que ce n'est pas si simple. D'où la nécessité aussi de pouvoir travailler en commun pour produire un certain nombre de contre-messages, sinon on n'y arrivera pas. Donc ça, cette bataille culturelle, elle passe par cette analyse de notre environnement et évidemment d'une action commune. Je n'insiste pas sur les politiques publiques, il nous faut des relais dans le milieu politique. Si on ne peut pas s'appuyer sur le politique, et dans ce moment c'est extrêmement compliqué parce que évidemment on cherche la gauche, les gauches, on a un petit peu de mal, hein, il faut creuser quand même pour les trouver. Donc on a aussi à se mettre en position de résistance, et puis non seulement à se mettre en position de résistance, mais à proposer un certain nombre de choses. Et je reviens sur cette question qui structure tout le discours de l'extrême droite. Bien sûr que aujourd'hui, la haine de l'islam remonte à la haine de l'arabe. En tout cas, bon, c'est bien autour de l'islam que se joue aussi un certain nombre de choses. Et je crois absolument nécessaire pour notre société d'avoir la capacité de délivrer un message commun, unitaire, qui passe par-dessus la question religieuse. C'est toujours notre problématique et notre élément central. Sur la question migratoire, qu'est-ce que vous voulez? Vous avez un certain nombre de nos compatriotes qui ont la crainte que la culture d'origine des nouveaux arrivants soit incompatible avec ceux qui nous font. Bon, il faut le dire comme ça. Et à partir de ce moment-là, ça suppose que derrière, là encore, en termes d'éducation populaire, on soit capable de donner des exemples. Il y en a de multiples, mais on ne le fait pas souvent, des exemples d'intégration réussie. Même si ça paraît complètement ridicule, parce qu'après tout, année après année, on a l'impression de raconter la même chose, comme si il y avait une société qui n'était pas homogène. Mais désolé, il faut donner, avoir cette intégration réussie. De la même manière, je pense que autour, il faut se méfier des arguments moralisateurs. Ça ne marche plus. Hein. L'idée selon laquelle on délivre des messages de moralisateurs qui limitent la liberté de parole, fondée sur l'invocation des valeurs humanistes ou d'exemples historiques jugés très lointains. Évidemment qu'on doit l'avoir dans notre patrimoine commun, mais il faut savoir en termes de communication et pour toucher les gens, ça ne marche pas. Par contre, si on explicite le contrat social français, ce qui nous demande un effort, parce que ça nous demande d'abord de le retravailler, ça nous demande de le transmettre, y compris à nos propres troupes. Moi, vous savez, je suis à la tête d'une association qui a un peu plus de 1000 salariés. Je le disais tout à l'heure, quand les salariés arrivent chez moi, on leur fait un certain nombre de formations pour les nouveaux entrants. Et je suis frappé
alors, non seulement la méconnaissance de l'environnement général, mais y compris de ce qui fait simplement sens dans notre contrat républicain. Donc, ce travail-là, peut-être que pour nous tous qui sommes dans cette salle, autour de la table, c'est des concepts sur lesquels on n'a pas à revenir. On a tellement considéré pendant longtemps que nos concepts étaient tellement universels qu'on n'avait surtout pas besoin de les transmettre. Je crois exactement le contraire et plus que jamais. Donc c'est bien dans cela que j'insiste sur la dimension éducation populaire. Puis enfin, nos référents idéologiques, même s'ils forment la trame, le fond de notre réflexion, il faut quand même s'avouer une chose, c'est qu'aujourd'hui, ils ne font plus l'espérance. Et donc, il faut aller interroger sur ce qui fait cette espérance commune dans la transformation de notre société. Donc, alors évidemment, la problématique, la question écologique qui fait sens aujourd'hui tout le monde parce qu'elle peut être touchée par chacun dans un acte quotidien. Bon, il faut lui donner aussi un contenu social, politique. Je crois que voilà des trames sur lesquelles nous pouvons absolument reconstruire quelque chose et puis dresser des herses, parce que année après année, nous en sommes réduits à faire simplement le constat que l'extrême droite est là et qu'elle progresse. Donc voilà, moi, j'ai pas de solution miracle, mais ce que je sais, c'est que si on n'agit pas au plus près du terrain, dans les formes d'éducation populaire qui sont celles-ci d'associations très anciennes sur ce terrain et qui ont été balayées, des quartiers, vous le savez bien, hein, sur lesquels on ne peut plus s'appuyer. C'est là où il faut évidemment repartir. Quant aux politiques publiques sur les questions migratoires, on n'a pas de politique publique. On n'a pas de politique publique nationale, ou plus exactement, on a une politique publique nationale qui consiste à dire que la maltraitance peut être dissuasion. Voilà, ça c'est dans l'esprit des hauts fonctionnaires. On a une défaillance totale en matière de solidarité européenne. Et donc, vous avez un énorme dossier qui est sur la table aujourd'hui, qui est celui de la solidarité européenne, à travers un exemple précis, qui est celui des 250 000 personnes qui sont en orbite sur le territoire européen, qui sont les Dublinais. Et puis, vous avez une troisième question, qui est évidemment celle de la relation de l'Union européenne aux pays tiers, et sur ce qui produit aussi un certain nombre de mouvements migratoires. Et je crois que nous devrions nous rencontrer plus souvent sur ces questions. Et je crois que le plus difficile, ou le plus facile, c'est de raisonner en silo. Le plus difficile, c'est de travailler ensemble. Ouais, vas-y, Guillaume. Un petit mot conclusif. Déjà, le premier élément, Peut-être on laissera peut-être la place à une ou deux questions à la fin. Puisqu'on a évoqué le salafisme, je rappelle que les liens entre le parti nazi et Al-Banna, la création des frères musulmans, est quelque chose qui existe. Et quand on se balade dans les rues du Caire, et quand on regarde les ouvrages qui sont vendus dans les librairies de bord de trottoir, on trouve les ouvrages de Goebbels et autres encore aujourd'hui dans les rues. Donc cette existence de connivence existe depuis toujours. Mais dans ce cas-là, on nomme, puisque la raison pour laquelle je ne vais pas les mettre sur le même plan, c'est qu'on accuse souvent les populations qui sont discriminées et marginalisées de volontairement se replier sur elles-mêmes, alors qu'on a des situations de mise en prise, en fait, de prise d'otages, et les politiques publiques en sont partiellement responsables, et plus que les politiques publiques, un certain nombre de politiques qu'il faut également nommer en sont responsables. Le premier élément, c'est qu'il ne faut pas baisser notre niveau d'exigence. La grosse problématique, en fait, c'est la banalisation. C'est à ça qu'on est confronté aujourd'hui. Et en fait, la force de l'extrême droite, c'est simplement notre faiblesse.
C'est ça leur force. C'est que on laisse se diffuser bien au-delà des partis d'extrême droite, une partie de leur corpus idéologique. Il faut donc être extrêmement ferme quand il y a de la porosité entre une série d'idées, et notamment ça a été incarné de manière absolument, je dirais, extrêmement visible par le débat sur l'identité nationale qui a été lancé par Nicolas Sarkozy, où je n'ose même pas évoquer les derniers candidats à la présidence de l'UMP, dont les noms m'échappent tellement ils sont insignifiants, mais dont les idées sont absolument nauséabondes. Il faut être intraitable sur les alliances, intraitable sur les propos, intraitable, et ça veut dire, c'est pas de la condamnation morale. Si, il faut faire condamner. Il faut nommer et il faut discréditer tous ceux qui donnent prise. Et je dirais qu'il faut même aller au-delà de ça. Lorsque dans notre propre famille politique, la gauche, il y a aussi, par exemple, je me rappelle, des idées où on va parler de déchéance de la nationalité pour la part de François Hollande, à partir du moment où on a ce corpus idéologique qui va diffuser au-delà même du camp d'extrême droite, il faut être extrêmement sévère, et c'est à chaque fois que nous, on aura une faiblesse, que l'ensemble du corps politique basculera. Parce que je le rappelle, le Front National, aujourd'hui, n'est pas majorité en France, ni dans la majorité de ces pays-là, mais il suffit qu'il soit présent pour qu'il pourrisse toute la vie démocratique. Donc nos faiblesses sont une force. Et puis tu parlais de condamnation morale. Eh ben non, moi, je pense qu'on ne l'a pas assez fait. Être pauvre, être au chômage, être dans une situation de relégation sociale, c'est jamais une justification pour être raciste, antisémite ou xénophobe. Jamais ça ne peut pas l'être. Et je pense qu'on est tout à fait légitime à rappeler un certain nombre de ces fondamentaux. Nous avons peut-être, au contraire, je pense, été beaucoup trop sur la réserve, et il faut être beaucoup plus combatif. Enfin, et c'est probablement là où il y a cette marge de progression exceptionnelle, on propose une société dans laquelle il fait bon vivre ensemble. Et de manière très concrète, puisque ça veut dire rompre avec les failles ou les manquements sur la République programme d'égalité. Il faut que l'égalité se vive, lutter contre les discriminations quotidiennement, au travail, au logement, il faut ou même dans les loisirs. C'est un combat tous les jours. Pareil, pourquoi est-ce qu'il y a, je dirais, sans que ça soit exclusif, mais une majorité des militants antiracistes qui viennent des rangs de la gauche? Et parce qu'il y a un moment où une partie de la réponse à apporter à toute cette jeunesse en relégation sociale, et je ne parle pas de ceux qui sont discriminés, ceux qui seraient tentés de la nationale, c'est aussi plus de services publics, c'est aussi plus de présence de l'école, des services de santé, un cadre qui est davantage inclusif, et on ne peut pas le faire sans avoir, je dirais, une volonté de redistribution forte. En réalité, les projets de l'extrême droite, comme des mouvements réactionnaires, communautaristes ou repli identitaires, ils sont tristes, ils sont aigris, ils sont rabougris. Nous, en fait, ce qu'on doit faire, et SOS, c'est très bien faire, il a beaucoup fait, et je pense qu'on peut le faire aussi en lui donnant beaucoup plus d'ampleur, c'est qu'on doit incarner une société dans laquelle il faut bon vivre ensemble. En fait, notre joie, c'est le moment de convivialité, les grands concerts d'SOS Racisme, des carnavals, etc. Déjà, il faudrait que chaque comité d'SOS dans sa ville ait systématiquement chaque année ces moments, où c'est des moments de prise de parole, mais aussi des moments où on vit des moments agréables, où on démontre le fait que vivre ensemble, c'est une société qui est beaucoup plus souhaitable, et je suis sûr que la jeunesse viendra nous rejoindre. Notre joie, cette capacité à incarner cette société, c'est notre victoire et c'est leur défaite.